It's a great honor to have Lee Marcus among us. He is one of the most well-known figures in the field of autism, and we would like to thank him very warmly for taking time out from his busy schedule to come to Geneva. I'm going to give the floor to Theo Peters, who will introduce him, and I'm sure we'll listen very attentively to his talk. Okay, I'll read a little text that I prepared. Alors, je vais vous lire un petit texte que j'ai préparé. Pourquoi est-ce que j'ai invité Lee Marcus à venir prononcer une allocution? Entre autres choses, c'est grâce à ses attitudes envers les parents. C'est un être humain, malgré tous ses titres, tous ses galons et son rôle au Teach. Les professeurs de Teach n'accordent que peu d'importance à l'hiérarchie. Une anecdote en dit long. Ah oui, mais je vous ai déjà raconté cette anecdote. Hilde est allée voir le programme Teach. On voudrait que vous parliez plus fort, je crois, monsieur. Alors, oui, j'allais vous raconter une anecdote, mais je me rends compte que je l'ai déjà racontée ce matin. Et c'était ainsi que je voulais vous présenter Lee. Que puis-je dire d'autre, sinon que je l'admire pour bien des choses, mais surtout pour les articles qu'il a écrits sur la collaboration entre les parents et les professionnels, et pour les attitudes qui sont nécessaires pour que cette collaboration soit fructueuse. Lee, je vous donne la parole. Thank you, Theo. Merci, Théo. Est-ce que le micro fonctionne? Parfait. J'aimerais remercier Théo et Marie-Jeanne de m'avoir invité à participer à cette conférence qui est formidable. Et je suis ravi de pouvoir en faire partie. Je voulais dire que Théo était l'un des premiers stagiaires internationaux de notre centre d'Asheville, notre centre Teach d'Asheville, l'un de plusieurs centres aux États-Unis. C'était une époque où nous n'avions pas encore eu beaucoup de stagiaires internationaux, mais puisque c'était Théo et puisque nous savions ce que nous voulions, à savoir accueillir des personnes d'autres pays qui pouvaient apprendre en travaillant avec nous et qui allaient rentrer chez eux et faire un impact, faire bouger les choses. Et je pense que Théo est notre stagiaire qui a eu le plus fort impact chez lui. Il a mis la barre très haut pour ce programme de stagiaires internationaux. Et je suis ravie d'être de retour en Europe et de pouvoir passer un peu de temps avec lui. Alors, quelques remarques préliminaires. J'aimerais savoir qui est dans le public. Et je vais donc vous proposer 3 choix. Vous allez lever la main pour un de ces choix. Êtes-vous un parent? Deuxièmement, êtes-vous un professionnel seulement? Et 3, vous êtes parent et professionnel. Et par professionnel, je veux dire professionnel dans le domaine de l'autisme. Alors, combien d'entre vous êtes parents seulement? Combien êtes professionnels seulement? Vous ne pouvez lever la main qu'une fois, hein, et une de vos 2 mains seulement. Et combien êtes parents et professionnels? Merci beaucoup. Merci. Cela me renseigne bien sur notre public. Nous avons beaucoup de professionnels, qu'ils soient parents ou non. So, one thing I want to say is that we, throughout the day, have been honoring our ancestors, you could say. Durant cette journée, nous avons rendu hommage à nos ancêtres, enfin ceux qui nous ont précédés. Je n'ai pas connu Lorna aussi bien que Théo ou Rita, mais j'ai énormément de respect pour elle. Elle n'a jamais rien écrit, jamais rien dit que je n'ai pas trouvé extrêmement important. Moi, je suis un peu le fils spirituel d'Eric Schopler,
cofondateur du programme TEACH. Et je crois qu'avec Lorna Wing, Michael Rudder et quelques autres, Lorna est un des 5 grands pionniers de notre... Eric était un des 5 grands pionniers de notre domaine. Et j'étais ravie de pouvoir travailler avec lui jusqu'à son décès en 2005, je crois que c'était. Et je ne serais pas ici aujourd'hui si Eric Schopler et le programme TEACH n'avaient pas existé. Et bon, nous avons écouté beaucoup d'orateurs aujourd'hui, il est tard dans la journée et il y a plusieurs défis qui se posent à moi. Il faut que je vous maintienne en état d'éveil et ceux qui vont me suivre vont avoir une tâche encore plus difficile. Et l'autre défi, c'est de trouver quelque chose qui n'a pas déjà été dit. Et je pensais tenir le bon bout jusqu'à ce que Rita est venue et a tout dit. En fait, c'est un compliment détourné, Rita, parce que je crois que nous sommes sur la même longueur d'onde sur énormément de questions. Donc, je vais revisiter certaines des choses que Rita évoqué avec vous, mais avec l'accent sur notre programme TEACH, qui sera au cœur de mes propos. Voici donc les grands axes de ma présentation, les grands volets de ma présentation. Et bon, je ne vais pas sauter, mais je vais peut-être passer moins de temps sur la perspective des parents, mais puisque j'ai mes diapos, je vais les passer les unes après les autres, mais j'aimerais arriver assez rapidement sur les principes du partenariat parents-professionnels sous l'angle de notre programme et parler de quelques astuces que nous tenons de notre travail, mais également des parents qui nous les ont apprises. Certaines de nos connaissances ont un peu perdu leur origine. Nous ne savons plus si ce sont les parents qui nous les ont appris. Est-ce que c'est sorti en discussion? Est-ce que c'est simplement les 40 ans d'expérience conjointe en partant de zéro? Car c'est bien de cela qu'il s'agit avec notre programme. C'est difficile à dire, mais tout cela constitue nos valeurs et j'aimerais donc réserver le plus grand temps à vous parler des services que nous proposons aux familles. Donc, ces premières diapositives sont le fruit du travail de Anne Palmer, amie et collègue. Des diapos sur l'expérience des familles et ce qui se passe après le diagnostic. Quelle est l'incidence sur la vie quotidienne, l'incidence que cela a sur les rêves que vous aviez pour cet enfant, comment cela touche les priorités, les relations dans la famille élargie, l'entourage. Ce diagnostic a un effet très envahissant, très profond également sur les familles. Et les professionnels qui arrivent dans cette situation doivent comprendre que si les parents recherchent le contact avec eux, c'est qu'ils ont eu cette expérience que leur enfant ait 2 ans ou 30 ans, c'est important de le tenir présent à l'esprit. Je ne vais pas parler de toutes ces émotions. Quelqu'un, aujourd'hui, j'oublie qui c'était au début de la journée, quelqu'un a parlé de tout l'éventail des émotions que les parents connaissent. Mais ce n'est pas une séquence comme les 5 étapes du deuil que vous connaissez, les étapes de Kubler-Ross. Mais ces émotions font partie du vécu des parents. Mais il y en a beaucoup d'autres aussi. Elles viennent, elles partent, elles reviennent, parce que les parents passent par des stades de développement comme les enfants, et la famille aussi passe par des stades de développement. Lorsque l'enfant est petit, va à l'école primaire, arrive à l'adolescence, etc., il y a ces repères, ces moments charnières qui font que certaines émotions reviennent.
surtout peut-être lorsque l'enfant n'arrive pas aux objectifs qu'on avait espérés. Voici quelques-uns des grands stresseurs. J'ai écrit sur les stresseurs qui sont propres aux enfants ou aux parents d'enfants autistes. Je ne pense pas que les parents avec des enfants typiques ou des enfants avec d'autres troubles du développement vivent forcément tous ces stresseurs. Et là encore, je ne vais pas évoquer chacun de ces stresseurs, mais j'aimerais mettre en exergue le deuxième, un développement inégal et atypique. Bon, nous savons que cela fait partie de l'autisme, des forces, des faiblesses, un apprentissage très inégal dans le temps. Et cela peut laisser les parents très perplexes que de voir que votre enfant a peut-être des capacités de perception visuelle incroyable à un certain âge, mais n'arrive pas à faire des choses que des enfants encore plus jeunes que lui arrivent à faire. Et on ne sait pas à quoi s'attendre à l'avenir. C'est quelque chose d'assez difficile. Et l'enfant peut être extrêmement beau et avoir une coordination motrice tout à fait adaptée, mais son comportement en public est difficile. À certains égards, il a un comportement normal, mais pour d'autres choses, il a un comportement d'un enfant de la moitié de son âge. La frustration, la colère, le désespoir des parents. Je suis particulièrement préoccupée de la situation où les professionnels veulent attirer les parents chez eux. Les parents vont voir un thérapeute, par exemple, et ensuite un autre, et le professionnel numéro 2 dit, voilà, vous devez suivre ma théorie, et ensuite critique le thérapeute numéro 1 en disant, non, non, je ne lui ferai pas confiance. Et le parent se trouve otage dans une guerre des compétences, une guerre des théories avec deux thérapeutes qui se critiquent. Comment est-ce que le parent peut s'en sortir dans ces circonstances? Depuis 10 ans environ, face à l'explosion d'Internet, une nouvelle thérapeutique qui voit le jour tous les jours, vous savez, je travaille dans l'autisme depuis 1974 et à ce moment-là, il n'y avait que peu d'options pour les parents. Il n'y avait pas Internet. Les parents n'étaient pas submergés d'informations sur des tas de thérapies qui promettent une guérison complète. Alors, lorsque les parents soupçonnent que leur enfant est atteint d'autisme, ils vont sûrement aller vers Internet et vont faire des recherches dans ces différentes thérapies et vont devoir décider comment ils vont passer leur temps et leur argent. Et c'est très stressant. C'est peut-être partiellement bénéfique aussi, mais c'est surtout stressant. Voici quelques-uns des principes qui façonnent notre approche et qui jettent les bases de la collaboration ou du partenariat avec les parents. Je devrais vous dire que nous avons commencé comme projet de recherche dans les années 60. Eric Schopler était arrivé de Chicago à l'Université de la Caroline du Nord, jeune psychologue diplômé. Ils se sont retrouvés dans les années 60 à Chapel Hill et ils ont commencé à travailler avec des familles avec une intervention nouvelle. Ils ont réussi à avoir une bourse de recherche pour travailler sur cette psychose infantile, c'est ainsi qu'on l'appelait à l'époque. Ils voulaient démontrer que les parents pouvaient être impliqués comme co-thérapeutes ou co-enseignants ou partenaires. Et ensuite, le Congrès de Caroline du Nord leur a octroyé une subvention
pour le programme TEACH. Et donc, le programme a vu le jour en 1972 et a une quarantaine d'années d'existence sous l'appellation TEACH. Le programme s'est élargi et nous avons basé le programme depuis lors sur ces principes. La pierre angulaire... deux choses encore. Nous avons donc une grande perspective longitudinale, non pas uniquement par rapport aux personnes atteintes d'autisme que nous connaissons depuis qu'ils ont 2 ans et ils ont maintenant la quarantaine, mais nous avons également cette même perspective longitudinale sur les familles. Notre programme travaille avec des personnes de tout âge, petite enfance, de la petite enfance au 3e âge. Et nous prenons en charge tous les degrés de fonctionnement du spectre autistique. Cela nous a permis de voir énormément de familles, de personnes avec des capacités très différentes. Je disais donc que la pierre angulaire du programme, c'est la collaboration parents-professionnels. C'est le thème de votre symposium, votre colloque. C'est un concept qui a gagné beaucoup de terrain, mais dans les années 60, personne ne parlait de travail avec les parents. Ce qui a été dit à plusieurs reprises aujourd'hui, y compris par Rita, c'est qu'il est nécessaire de se dire que l'autisme est un trouble du développement qui s'avère tôt dans la vie de l'enfant et reste et dure toute la vie. Nous abordons chaque cas individuel. Comme d'autres l'ont dit, si vous voyez une personne autiste, vous n'avez vu qu'une personne autiste, toutes les personnes autistes sont différentes et je dirais même plus, chaque famille avec un enfant autiste est différente des autres. Il ne faut pas uniquement avoir des compétences de communication avec les familles, mais des compétences tout court pour reconnaître les différences et les capacités des familles. Rita vous a raconté l'anecdote de la famille, bien à tous égards, qui ne pouvait pas faire face à l'idée d'avoir un enfant autiste. Si vous arrivez avec des formules toutes faites que vous allez essayer d'appliquer à la famille, à l'enfant, voilà une prescription médicale en quelque sorte, vous allez échouer lamentablement. Vous devez réagir, suivre le mouvement. Vous devez également écouter le parent ou la personne avec qui vous travaillez. Je vais passer maintenant aux 2 derniers points sur la diapositive. Théo a évoqué ceci. Il a dit que le professionnel doit s'ériger non pas en expert, mais en guide seulement. Je pourrais le dire autrement. Nous pensons que les parents et les professionnels arrivent dans la relation avec leurs expertises propres. Les parents sont experts pour ce qui est de connaître leur enfant grâce à des années d'expérience. Et les professionnels sont experts sur tout l'éventail, tout le spectre de l'autisme. Et si l'on conjugue ces 2 expertises, ce qui en ressort, c'est quelque chose de plus fort que ce qui pourrait en ressortir si l'une des 2 expertises essaie d'être dominante. Ça, c'est l'aspect clé du partenariat. Et il ne faut jamais oublier que le parent d'un enfant autiste a une vie également, a peut-être d'autres enfants. Et il y a d'autres circonstances qui entrent en ligne de compte que le simple fait d'avoir un enfant autiste. Il faut donc essayer de comprendre le contexte global dans lequel vit cette famille. Voici quelques astuces, quelques conseils pour les professionnels. Et ils sont le fruit de discussions avec certains parents
qui sont vraiment très perspicaces. Il y a une mère surtout qui a déjà dit aux professionnels et a déjà dit, vous savez, nous sommes reconnaissants. Et le professionnel va peut-être lui dire, vous ne l'avez jamais dit, vous dites jamais merci, vous ne venez me voir que quand il y a des problèmes. Mais elle a dit clairement que les parents sont reconnaissants envers les professionnels pour leurs efforts. Vous avez choisi une profession qui aide leurs enfants et la reconnaissance est une composante inhérente de cette relation. Cette même mère a dit quelque chose que nous ne pourrions pas dire en tant que professionnels sous peine d'être accusés d'accuser les parents d'être fautifs. Cette mère a dit, nous avons ce lien affectif que vous allez peut-être appeler surprotection ou même symbiose. Vous allez peut-être me dire que je ne sais pas qui est moi et qui est l'enfant. Mais ce lien affectif conditionne leur manière de voir les choses. Et cette mère disait aux professionnels, il faut le savoir. Elle a raconté une histoire qui me semble importante. Son enfant, qui est assez handicapé, il a une anomalie chromosomique. Lorsqu'il était à l'école maternelle, il est maintenant adulte, mais lorsqu'il était à l'école maternelle, elle est allée le chercher un jour et l'institutrice a dit, la journée s'est mal passée, s'est battue, il a mordu des enfants. Et la mère disait, je suis tellement désolée qu'il l'ait fait. Et l'institutrice a dit, pourquoi est-ce que vous dites désolé? Ce n'est pas vous qui avez mordu les enfants, c'est votre enfant. Et ça l'a vraiment touchée. Elle a compris qu'il fallait qu'elle prenne un peu de distance par rapport à son enfant. Cette même mère dit quelque chose de très convaincant aussi. Elle parle de la colère exprimée par les parents à l'école ou ailleurs. Elle dit cette colère est un écran de fumée. Cette colère cache, dissimule une angoisse, une appréhension, un désespoir. Donc, en tant que professionnel, il faut essayer de ne jamais prendre des remarques prononcées dans la colère personnellement. C'est simplement une indication de ce qu'il passe quelque chose plus profondément. Il y a la question de la communication suivie avec un carnet de liaison, des appels téléphoniques, etc. La relation entre un parent et un professionnel ne doit pas être épisodique et fondée sur des grandes réunions programmées. Elle est une communication de tous les jours sur ce qui se passe à l'école, oui, mais sur bien d'autres choses aussi. Ce ne sera pas une amitié en tant que telle, mais ce sera une collaboration très ouverte et très transparente. Les professionnels ont souvent tendance à être en concurrence avec les parents. Je pense que ce sont souvent les enseignants qui ont un enfant autiste en classe qui réussit bien et ils disent aux parents, mais même s'ils ne le disent pas, ils donnent clairement l'impression de penser que l'enfant est mieux dans la classe qu'à la maison. Mais si cet enseignant devait garder cet enfant pendant un week-end, il ou elle verrait bien que ce n'est pas si facile que cela. Alors, il faut être humble, il faut connaître ses propres limites et il faut vous dire que vous ne serez jamais ce parent. Vous n'avez pas cette responsabilité de toute une vie, 24 heures sur 24. Vous n'avez pas toutes ces décisions lourdes à prendre. Alors, n'essayez pas d'entrer en concurrence avec le parent. Il faut pouvoir être à l'écoute, avoir de bonnes capacités d'écoute. Si vous avez des problèmes pour écouter, vous pourriez suivre un stage ou un cours pour écouter. Tout le monde ne sait pas écouter, mais la volonté de vouloir bien écouter
est importante. Vous allez écouter pour utiliser ces informations. Vous n'écoutez pas pour pouvoir ensuite rétorquer en donnant votre avis. Ce n'est pas ainsi que j'entends l'écoute. Et comme nous l'avons entendu à plusieurs reprises aujourd'hui, il est important pour les parents que leur enfant soit une personne et non pas une étiquette ou le nom d'un trouble du développement. Pour les parents, et cela vient une fois de plus d'un parent, pour les parents, aux parents, nous pouvons dire il faut parfaire vos compétences de communication. Là encore, vous pouvez faire un stage. Les parents les plus efficaces que j'ai pu connaître peuvent être diplomates aux Nations Unies et peuvent constater que s'ils veulent arriver à leur fin avec l'école, par exemple, de leur enfant, il leur faut de nouvelles compétences diplomatiques. C'est une communication honnête, mais diplomatique. Il faut être reconnaissant envers le professionnel et le dire. Si vous êtes reconnaissant de ce que cette personne a fait pour vous, il faut le dire. C'est une équipe, c'est un travail d'équipe. Je ne saurais surestimer l'importance de l'équipe, mais l'accent est toujours sur l'enfant. C'est toujours l'enfant qui est au centre. Vous aurez peut-être du mal à comprendre les stresseurs des professionnels, mais il y en a. Les enseignants font un travail extrêmement difficile. Il est déjà difficile d'enseigner une classe de je ne sais pas combien d'enfants, d'élèves, mais il y a toute l'administration, il y a toutes les règles de l'école à respecter. L'enseignant peut être malade ou avoir des problèmes avec son principal ou des problèmes avec les autres enseignants. Il y a beaucoup de stresseurs qui peuvent exister. Je ne dis pas que le parent doit être le thérapeute de l'enseignant, mais le parent devrait au moins comprendre qu'ils ne sont pas les seuls à être stressés. Encore une fois, l'écoute est importante et ce dernier point n'a peut-être pas un impact immédiat sur la relation avec les professionnels, mais au fil du temps, ce sera le cas. Les enfants vont devenir des adolescents, ensuite des adultes, et ils peuvent continuer à apprendre pendant toute leur vie. Alors, si l'on garde cela présent à l'esprit, ça aide. J'aimerais évoquer plusieurs ouvrages. Le premier s'appelle Parenting Across the Autism Spectrum, Lessons We Have Learned, de Anne Palmer et Marie Morel. Et c'est l'un des meilleurs livres écrits du point de vue des parents avec le siège de Mme Park. Les deux sont parents d'adultes autistes, un autiste de haut niveau et l'autre un autisme beaucoup plus lourd. Et ces deux personnes ont un dialogue sur leurs expériences avec leurs enfants autistes. J'ai déjà parlé d'Eric Schopler. Si vous ne le connaissez pas, si vous ne l'avez jamais connu, si vous n'avez pas eu l'occasion de le rencontrer, il existe une vidéo de 13 ou 14 minutes sur YouTube. Si vous mettez Eric Schopler vidéo dans Google, vous allez le trouver tout de suite. Vous la trouvez tout de suite. C'est un grand hommage à Eric. Vous allez entendre des témoignages, des hommages. Et la vidéo est très bien faite. Bon, voilà. Alors, j'en viens maintenant à vous parler du soutien que nous proposons aux familles. Et à notre avis, tout ce que nous faisons, c'est du soutien. Renforcement des compétences, instruction directe. Et pour certaines choses, c'est plutôt du soutien psychosocial. Et tous ces services sont fondés sur tous les principes que j'ai déjà esquissés. Alors, tout cela englobe
nos principes et répond à un besoin. Nous n'allons peut-être pas répondre aux besoins de toutes les familles, mais si l'on prend l'ensemble de ces services, eh bien, tous les parents peuvent en bénéficier. Et dans la mesure du possible, nous cherchons à adapter ces services au cas individuel, bien sûr lors des sessions individuelles, mais aussi en fonction des groupes et en fonction de la nature des problèmes de l'enfant et de son âge. Dans cette liste comporte les séances d'enseignement individuel, séances d'enseignement de groupe, groupes d'appui, groupes pour résoudre des problèmes, ateliers, programmes de mentorat à l'intention des parents et puis des boîtes pour l'enseignement à domicile. Les séances d'enseignement individuel, eh bien, cela existe depuis les années 60. À l'époque, Eric Schopler et Bob Rackler ont mis au point le concept de parent en tant que co-thérapeute. Lors des séances de thérapie, du fait d'un grand nombre de cas individuels que nous traitons, nous ne pouvons donner de très longues séances, de très longues séries de séances sur plusieurs années. À l'époque, nous n'avions pas beaucoup de cas, on pouvait donner des séries de traitements, mais aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Donc, les séances se déroulent sur une période plus brève, par série de 6 ou 8. L'objectif étant d'aider les parents à comprendre leur enfant, définir des objectifs pour l'apprentissage de l'enfant et mettre en œuvre des stratégies à domicile. Il y a un certain nombre d'éléments que cela comporte, l'observation, le coaching, la discussion. Quand les parents auront terminé une série de séances, il faut que le parent comprenne mieux son enfant en tant qu'individu, pas tellement en tant qu'objet d'un diagnostic, mais en tant qu'individu. Et nous, bien sûr, nous en tirons également des leçons. Tout cela aide les parents à être de meilleurs avocats pour défendre leur enfant tout au long de leur vie. Cela permet aux parents et aux enfants, ou plutôt aux parents, cela permet d'autonomiser les parents et de leur rendre le pouvoir en quelque sorte. S'ils ont l'impression de n'en plus pouvoir, cela leur permet de voir ce qu'il est possible de faire avec leur enfant et ensuite ils peuvent mieux communiquer à ce sujet. Voilà donc les objectifs qu'on se fixe. Quant au format, eh bien, j'ai toujours pensé que la forme était aussi importante que le contenu ou que les objectifs. Dès le départ, notre travail auprès des familles se faisait dans une salle avec un miroir sans teint et dans la salle de jeu qui était observé, l'enfant et le thérapeute de l'enfant menaient à bien certaines activités prévues spécifiquement pour l'enfant et ceci devait correspondre à ce que les parents voulaient faire à la maison. Et ensuite, de l'autre côté du miroir, le consultant du parent discutait avec le parent de ce qu'il voyait dans la salle de jeu et puis d'autres aspects de comportement, etc. Et avec le temps, le parent assume davantage de responsabilités au niveau du jeu dans la salle de jeu. Et les parents ramènent à la maison un certain nombre d'éléments qu'ils peuvent appliquer à domicile. Donc, ils en apprennent beaucoup sur la culture de l'autisme, sur les compétences particulières de leur enfant. Et ainsi, les parents acquièrent une certaine maîtrise et poursuivront le travail. D'autres parents en apprennent davantage en regardant ce que fait le thérapeute. Cela leur permet d'acquérir certaines compétences. Voilà le format dans lequel nous travaillons. Et notre programme est fondé sur le fait d'apprendre en observant.
parents, enseignants, professionnels, etc. Il n'y a pas de secret. Ce n'est pas comme dans un modèle traditionnel où l'enfant est isolé avec un enseignant et le parent est séparé. En fait, il s'agit d'une coopération publique, visible, et cela encourage en fait l'ouverture et l'honnêteté dans les relations. Plus récemment, d'abord parce que nous voyons beaucoup d'enfants et parce que souvent ces séances d'enseignement se font en groupe. Ce que nous avons constaté chez les enfants avec autisme de niveau élevé, ce sont des enfants qui se prêtent bien à des séances individuelles. Donc, nous pouvons regrouper nous prenons 5 à 8 enfants avec leurs parents qui viennent à la clinique et on leur fait une présentation sur certains sujets, aux parents bien sûr, pendant que les enfants font une séance de travail ou de jeu. Donc, en même temps, cela permet de communiquer de l'information en groupe et les parents ont aussi l'occasion de voir ce qui se fait avec les enfants. Les parents peuvent ramener du matériel à la maison, de la documentation à la maison, et puis il y a deux séances individuelles pour l'enfant quand le parent ramène l'enfant au centre. Nous avons organisé deux groupes différents en fonction des compétences de lecture. Nous avons adapté nos séances d'enseignement à domicile en fonction des besoins, selon certains besoins logistiques pour pouvoir desservir davantage de familles. Et cela permet également à des parents de se retrouver avec d'autres parents dans le cadre de cette structure. Je voulais vous parler un petit peu également de l'enseignement structuré. Aujourd'hui, lors de la présentation de Hilary, vous avez entendu parler du modèle TEACH, des supports visuels dans ce contexte et des séances de travail indépendantes. Nous partageons également avec les parents les principes de cet enseignement structuré, ce qui peut les aider à mettre en place un environnement à domicile, leur permettant non simplement de reproduire ce qui se fait en classe, mais d'enseigner à domicile pour permettre à leur enfant d'apprendre certaines choses et contrôler certains comportements. Et donc, dans ce contexte, il y a 4 différents éléments structurels, physiques, etc. Voici la structure physique. Ça, c'est une photo prise au domicile de quelqu'un. Il y a un flux de gauche à droite. Les matériaux sont organisés de manière à ce que l'enfant puisse saisir l'objet à gauche pour commencer. Ensuite, il y a une action qui se fait et l'objet est déposé dans le panier à droite. Organiser l'espace à la maison permet aux parents d'apprendre certaines procédures, certaines manières de faire aux enfants. Autre chose, du matériel pour débutants. Il y a ce qu'il y a à faire en premier et ce qu'il y a à faire ensuite. Et puis on peut aussi prolonger la procédure avec plusieurs étapes. Voici la procédure à suivre le matin pour s'habiller le matin. Voici la procédure à suivre par l'enfant pour se déshabiller, se préparer à aller au lit le soir. Et voilà ce que nous appelons un système de travail ou une liste d'activités, une liste de choses à faire. Les images vous le montrent, jouer à la balle, faire des bulles de savon, jouer au frisbee, ce sont des activités de plein air. L'enfant sait ainsi exactement ce qu'il va faire, à quel moment il va le faire, et quand il a terminé, la récompense qu'il aura, il aura quelque chose à manger, un goûter. Voici une série d'instructions qu'on peut afficher dans une salle de bain. Ce sont des instructions visuelles qui montrent à l'enfant les différentes étapes à suivre pour se laver les mains. Et il s'agit en quelque sorte d'un rappel visuel pour l'enfant.
Voici un exemple d'activité. On peut donner à l'enfant ces plots. L'enfant va peut-être les jeter en l'air, mais on lui donne un modèle parce qu'on sait qu'il est capable de suivre un modèle de couleur, de dessin. Alors, les plots sont organisés dans le panier et l'enfant, on lui demande de réaliser ce modèle. Et c'est aussi un jeu qui peut être fait en compagnie d'un autre enfant. Voilà quelques exemples de la manière dont on peut aider les parents à structurer les activités et l'environnement de l'enfant. Maintenant, les groupes d'appui aux parents. Il y a 4 types de groupes d'appui. Groupe pour les mères, groupe pour les parents d'adultes, groupe pour les pères et groupe pour la résolution des problèmes. J'ai participé à la mise en place et à l'élaboration de ces groupes. Le groupe des mères, ça a été le premier groupe qui a été lancé en 1986. Un stagiaire en psychologie et moi avons lancé cette idée. Ce groupe existe depuis 1986 sans interruption. Les mères, bien sûr, ne sont plus les mêmes, mais nous sommes toujours là. Le groupe des parents d'adultes est plus récent. Il remonte à environ 17 ans. C'est le seul groupe de ce type que je connaisse. Les parents d'enfants adultes se réunissent dans le cadre de ce groupe et discutent de différents thèmes. Le groupe des pères est unique en son genre, je crois. Nous allons, par exemple, dîner au restaurant avec les pères, au pub, et on discute avec les pères. Alors, pour passer tout cela rapidement en revue, le groupe des mères, c'est un groupe mensuel. Les participants, il y en a entre 6 et 10. C'est un groupe qui est en place depuis de nombreuses années. Il est au cœur de notre programme. Tout le monde peut s'inscrire. Il n'y a pas besoin de venir plusieurs fois de suite. Il y a un facilitateur, un co-facilitateur. Le facilitateur, jusqu'ici, ça a été souvent le directeur du programme de doctorat. Le co-facilitateur, jusqu'ici, ça a été une mère. Donc, c'est bien d'avoir ce genre d'équilibre. Et il est important que les sujets traités soient bien précis, bien spécifiques. Ce n'est pas ouvert à cet égard. Les gens savent de quel thème il faudra traiter. Tout le monde, on donne la possibilité à tout le monde de s'exprimer et l'appui, c'est un élément clé. Ce n'est pas un groupe de thérapie. Il y a des groupes où certaines personnes expriment des émotions en fonction du sujet et les mères souvent viennent à la rescousse de ceux qui se sentent bouleversés s'ils ont besoin d'aide. Voilà quelques exemples de thèmes qui sont traités. L'un des groupes qui rencontre le plus de succès, c'est le groupe qui donne aux mères la possibilité de parler de leur mari. Nous essayons d'avoir des groupes de 5 à 10 personnes. Parfois, il y a des groupes de parents d'adolescents. Et nous voulons des groupes auxquels tout le monde puisse participer. Le niveau de fonctionnement de l'enfant n'est pas important ici. Voici quelques avantages que l'on retire de ces groupes. L'information est utilisable et très pratique et pleine de sens. L'appui mutuel que l'on en retire est extrêmement précieux. On ne se sent pas seul, on crée des amitiés. Et cela fait de nombreuses années que ce groupe existe et de nombreuses mères qui participent depuis le début sont devenues amies et ont entretenu ces amitiés tout au long de ces années. Le groupe des parents d'adultes, là, cela regroupe tant des mères que des pères. Les âges, cela va de 18 ans à 50 ans, donc pour les enfants de ses parents. C'est un groupe qui traite de différents thèmes. Toute une série d'adultes sont représentés. Il y a des parents d'enfants Asperger, des enfants aussi profondément atteints. Mais ce sont des adultes qui doivent lutter au quotidien dans leur vie quotidienne. Ceux qui
connaissent bien le domaine, eh bien, vous ne serez pas étonnés de savoir que les parents d'enfants de haut niveau ont plus de problèmes au niveau des compétences d'adaptation. Les sujets vont être un peu différents. La planification successorale, les testaments, l'aide financière. Chaque année, on a une séance consacrée à la recherche, aux résultats d'études en cours dans le domaine. On prévoit la liste des thèmes au début de l'année. Les parents nous communiquent leurs idées et puis nous élaborons le programme à partir de là. Alors, en matière d'appui, eh bien, les avantages sont les mêmes que pour les groupes précédents. Mais là, on leur donne pas mal d'informations pratiques, comment trouver un avocat, etc. Et parfois, même des services sont créés à partir de ce groupe. Le groupe des pères, eh bien, il est destiné, comme son nom l'indique, qu'aux pères, exclusivement. Bon, ce qu'il y a de particulier avec ce groupe, c'est qu'on sort dîner et puis on boit beaucoup de bière entre hommes. Et puis, on a un groupe consacré à la résolution des problèmes, qui est consacré principalement aux problèmes de comportement. Alors, moi, je m'occupe d'un groupe et ma collègue s'occupe d'un autre groupe. Il est fondé sur le modèle de l'iceberg. On traite d'exemples de problèmes de comportement, les parents présentent des exemples et on réfléchit ensemble. Voilà quelques exemples. Des crises de colère, des questions répétitives, un garçon de 15 ans qui est en colère contre son propre autisme. Donc, tout ce qui est considéré comme un problème de comportement peut être traité. Nous utilisons le modèle de l'iceberg. Donc, après avoir défini le problème, on regarde sous la surface pour voir, trouver des explications au comportement que l'on observe. En quelque sorte, on va plus loin que les symptômes. On regarde sous la surface et bon, les métaphores sont un peu différentes, mais on regarde sous la surface et on essaye de voir ce qui se passe, voir ce qui est sous-jacent. Et si on arrive à traiter le problème sous-jacent, les symptômes disparaîtront d'eux-mêmes. Et bien sûr en lien avec l'autisme. Et puis nous avons des ateliers que nous organisons. Voici quelques exemples d'ateliers. Là, nous réunissons des groupes de parents plus nombreux, 15 à 30. Make it, take it, c'est un exemple d'atelier aussi où les parents proposent des activités. Le programme de mentorat pour les parents, là j'en suis particulièrement fière. Nous recrutons les parents qui ont participé à notre programme, qui le comprennent bien, qui sont engagés en faveur de notre programme. Et nous cherchons des mentors, des parents qui sont prêts à écouter d'autres parents, un parent qui soit particulièrement bien formé en matière, enfin dans ce domaine. Il devient une sorte de personne de contact pour d'autres parents. Parfois, cela débouche sur des relations à plus long terme. Les mentors, nous les répartissons dans notre région. Je n'ai pas de statistiques à vous donner, mais des centaines de personnes sont devenues mentors et des centaines de familles aussi ont reçu ces services. C'est l'un des plus importants services que nous ayons fournis ces dernières années. C'est aussi bénéfique pour le mentor que pour le parent d'enfants nouvellement diagnostiqués. Et enfin, il y a quelque chose que nous avons mis au point il y a quelques années pour aider les parents à enseigner à leurs enfants à la maison. Ce sont des boîtes d'enseignement, du matériel d'enseignement que nous donnons aux parents qui peuvent utiliser à domicile. Et c'est une boîte à 2 niveaux pour les enfants d'âge d'aller en maternelle et puis ou avant la maternelle, et puis deuxième niveau de 30 mois à 4 ou 5 ans. Donc, ça permet aux parents de démarrer, ça leur donne une idée de la manière dont il faut enseigner à leurs enfants. Il y a un livret, du matériel, d'autres familles peuvent participer. C'est un point de départ. Les parents nous demanderont, mais que dois-je faire face à cet enfant? Eh bien, voilà
quelque chose qui peut vous permettre de démarrer. Et les parents rencontrent le coordinateur avec lequel nous travaillons, on leur montre une vidéo pour que les parents sachent comment utiliser cette boîte et ça démarre comme ça. Les activités sont des activités qui portent sur les domaines des compétences visuelles, de perception, les compétences motrices, les compétences en matière d'organisation, etc. Donc tout ce qui concerne l'âge préscolaire. Alors, voilà le dernier des services dont je voulais vous parler. Voici ceux que je dois remercier pour l'influence qu'ils ont exercée sur le programme Eric Schopler, son épouse Margaret Miggy Lansing et Anne Palmer, qui a lancé le programme de mentorat et qui a aidé à mettre au point la boîte d'enseignement à domicile. Et puis tous les thérapeutes de notre programme qui sont tous engagés en faveur des familles pour aider les familles à comprendre comment établir un partenariat étroit et efficace avec les professionnels. Je vous remercie de votre attention.